Bonjour tout le monde, bienvenue dans le balado Pensée pour les orthopédagogues. Je suis Jessica Desiel, conseillère pédagogique et orthopédagogue. À travers cette série, je vous propose des rencontres inspirantes avec des professionnels passionnés et des élèves qui partagent leur expérience. L'objectif, favoriser l'inclusion, dénormaliser au lieu de normaliser, et ce en offrant un espace de réflexion et de découverte pour vous outiller, vous inspirer et vous accompagner dans votre pratique au quotidien. Chaque épisode abordera un thème qui nous touche, co-enseignement, éducation inclusive, élèves biplurilingues, difficultés d'apprentissage et encore bien d'autres. Aujourd'hui, on est avec Catherine. Catherine Saint-Pierre, dans le fond de l'école Harmonie Jeunesse. Puis, Catherine et moi, on a pensé faire un question-réponse. Donc, on est parti de quelques questions pour essayer de faire le tour de sujets qui sont souvent abordés ou qui sont des préoccupations des orthopédagogues. Tout à fait. Je vais prendre un petit temps, dans le fond. Je vais te laisser un petit temps, toi, Catherine, pour que tu nous parles de ton parcours. OK, parfait. Donc, Catherine Saint-Pierre, je suis orthopédagogue depuis 4 ans. Avant d'être orthopédagogue, j'étais enseignante titulaire au premier cycle préscolaire. Donc, moi, j'ai fait mon bac au régulier. Après 5 années dans les classes en tant que titulaire, je me sentais un peu démunie pour les élèves en difficulté. J'avais l'impression de pas assez les prendre en charge. Et tout ce qui était les arts plastiques, l'univers, tu sais, je voulais vraiment me concentrer maths français. Alors là, j'ai réfléchi à ma pratique, à mon parcours, et je me suis dit, je ne suis pas, juste pas assise sur la bonne chaise en ce moment, et je pense que orthopédagogue me conviendrait un peu plus. Donc là, je suis allée retourner aux études, et maintenant, me voici orthopédagogue, et c'est le plus beau métier là, que je fais en ce moment, j'adore. Tu as vraiment découvert l'orthopédagogie. Oui. Puis, tu es allée faire une maîtrise ou un DESS? Je suis allée faire une maîtrise pour être reconnue orthopédagogue, oui. OK. Exact. Puis, maintenant, ça fait combien d'années? Là, ça fait 4 ans. En tant qu'orthopédagogue, je m'en vais sur ma 5e année. OK. Fait que ça nous amène à notre question numéro 2. Oui. Comment se déroule ou s'est déroulé? Je pense qu'on est encore un peu, d'une certaine manière, en insertion professionnelle, même si ça fait quand même plusieurs années que tu es sur le terrain. Oui, tout à fait, parce que c'est pas la même réalité enseignant puis orthopédagogue. C'est quoi la réalité sur le terrain en tant qu'ortho? Mm-hmm. Je dirais que quand tu commences dans une école, là, tu connais pas les élèves, tu connais pas les profs, tu n'as pas un visage sur les noms, donc c'est un peu déstabilisant de se faire donner plein d'informations super pertinentes, mais je pourrais même pas dire c'est qui l'élève là, sur la cour d'école. Donc, s'approprier les dossiers, c'est ce que j'ai trouvé le plus... c'est toujours un défi. C'est difficile. Hein? Ouais, mais quand t'es stable, mais là, tu connais les élèves, tu sais où ce que tu les as amenés, tu sais où ce que la prochaine rentrée, tu les repars. Donc, des fois, tu peux repartir même ton service un peu plus tôt parce que tu n'as pas à te réapproprier le tout. Mais sinon, en tant qu'ortho, moi, j'ai trippé là, dans mon insertion professionnelle. Je me sens vraiment bien supportée par ma CP premièrement, Jessica, puis aussi l'équipe école. Il y a vraiment un travail d'équipe qu'il faut élaborer, commencer, puis ça vraiment ça vient nous soutenir parce qu'on peut pas être tout seul dans notre bureau puis les profs tout seuls dans leur classe puis essayer de faire quelque chose. Là, je trouve que ça... Donc, je l'ai vécu comme ça un peu mon insertion. Dans le fond, tu soulèves des points vraiment importants en ce qui concerne l'insertion professionnelle. Vous, les jeunes orthopédagogues, vous devez souvent changer d'école. Ouais. Donc, à chaque fois, vous devez vous réapproprier une nouvelle façon de faire, des nouveaux enseignants, des nouveaux élèves, apprendre les dossiers. C'est certain que mieux tu connais tes dossiers, plus c'est facile, parce que quand tu te retrouves dans une rencontre, là, il faut que tu te souviennes de tel cas, de telle situation, tu veux faire du pouce. Donc, toi, tu as eu l'occasion, dans le fond, de pouvoir avoir un poste dans une école comme orthopédagogue. Ouais. Puis c'est là que tu as réalisé que quand on est 2 ans de suite... Dans la même école, ça enlève une pression justement de s'approprier les dossiers. Il y a une continuité. Puis c'est plus facile aussi de construire des liens avec les enseignants. Mais tout à fait. Puis avec les élèves aussi. Oui, avec les élèves. Puis avec les enseignants. Mais c'est sûr que la première année, il faut qu'ils apprennent à me connaître. Moi, j'apprends à les connaître, comment ils travaillent. Fait que c'est tout pour bâtir la confiance, ça prend du temps. Puis c'est pour ça que je suis à ma 3e année dans la même école. Puis là, j'apporte des projets que j'aurais pas pu apporter nécessairement à ma première année. Parce que, justement, il faut se laisser le temps au temps, malheureusement. Puis, quand on change souvent d'école, c'est ça un peu l'enjeu. Mais en restant stable,
là, tu sais, on peut rentrer des projets, on connaît la façon de fonctionner un peu de tout le monde, donc on s'imbrique un peu un dans l'autre. Donc, ouais, ça... Ça, c'est l'un des avantages. Ouais, vraiment, vraiment. Puis aussi avec les élèves, parce que tu sais, ça prend du temps des fois à construire des liens avec certains élèves, mais là, si tu as le lien, c'est jamais comme à recommencer tout le temps d'année. Tu sais, ils te connaissent, t'es une personne de confiance pour eux. Donc, ça aussi, c'est c'est sûr, c'est gagnant. Ouais. Sauf que la plupart des orthopédagogues n'auront pas cette chance-là. Tu sais, moi, je me dis que l'un des avantages que j'ai vu, parce que comme orthopédagogue puis comme enseignante, dans les 10 premières années, je pense que j'ai fait 10 écoles. Ouais. Puis moi, je m'accrochais beaucoup au fait que à chaque fois que je rencontre des nouvelles personnes, c'est des nouvelles façons de faire. Donc ça venait vraiment comme enrichir le bagage, plus d'outils. Je voyais des pratiques, je découvrais des nouvelles orthopédagogues aussi. Donc ça, je me disais, OK, bon, il y a un petit côté positif, c'est celui d'apprendre des nouvelles pratiques, de voir différents milieux aussi, défavoriser, favoriser. Oui, tout à fait. Parce que c'est pas toujours pareil. La relation avec les parents aussi, ça change d'un milieu à l'autre. Puis on va avoir des milieux plus, j'ai envie de dire, là, je mets le signe des guillemets, là, plus performants. Là. Oui, puis il faut s'ajuster aussi à ça. Tout à fait. Puis on s'était pris une note tantôt quand on regardait les questions parce que j'avais envie aussi que tu nous parles de la conception que tu avais de l'orthopédagogue ou de l'orthopédagogie quand tu étais titulaire de classe versus maintenant que tu as fait le saut. Donc, est-ce que ça l'a changé ou ça a évolué? Honnêtement, j'ai eu un ortho quand j'étais en première année. Et je savais même pas ce qu'elle faisait. Je disais, j'ai confiance en toi, tu fais ce que tu veux. Je sais même pas ce qu'elle faisait. Puis honnêtement, tu sais, dans mes premières années, j'étais tellement débordée que j'étais comme, gars, elle s'en occupe, là, j'ai pas le temps de voir ce qu'elle... Mais j'ai amplement confiance. Je savais même pas c'était quoi son rôle. Je savais même pas sur quoi elle intervenait, mais ça donnait des résultats. J'étais bon, parfait, tu sais, continue, fais ta... Puis là, après ça, quand moi-même je suis tombée orthopédagogue, j'ai fait OK, là, je comprends qu'est-ce qu'elle venait faire. J'ai pu mettre des mots sur ce qu'elle faisait. Puis, mais j'aime vraiment ça que tu me dises ça. Ça veut dire que dans le fond, les orthopédagogues, on aurait intérêt à être à être plus transparente, parce que des fois, c'est dans notre tête, nous, on sait ce qu'on fait, puis des fois même, on pense que les autres savent, mais ils ont besoin qu'on leur dise de manière explicite. Tout à fait, puis en tant que titulaire, j'avais une vision un peu plus clinique de l'orthopédagogue. L'élève va dans son bureau, il revient, puis OK, parfait. Il est réparé, tout va bien. Voilà, puis le bureau, c'est un mystère, on sait pas trop ce qui se passe là-dedans, mais voici. Puis, en étant ortho au public, là, j'ai vu que, OK, c'est pas l'élève va dans le bureau, ferme la porte. Non. T'sais, il faut vraiment une communication entre les deux. Le public, ça reste qu'il y a toutes sortes de trucs qui peuvent se passer, des imprévus. Il y a la Saint-Valentin, il y a l'Halloween. Finalement, le prof a dit, là, j'ai pas eu le temps de faire telle chose, je vais annuler tes périodes. Ça arrive vraiment pas souvent, mais tu sais, c'est quand même... Mais ça peut arriver. Ça peut arriver, puis il faut que tu te revires un peu de bord. Puis moi, j'avais vraiment plus une vision de, OK, c'est canné, ça va être ça, jusqu'à... Puis en tant que très grande anxieuse, moi, j'aime ça que ça soit tout d'avance pour les 8 prochaines années. Mais j'ai appris à vivre avec ça. Puis, c'est la Saint-Valentin. Je vais dans les classes où j'aurais eu des sous-groupes, où j'aurais eu des groupes. Ça me permet de créer des liens avec les élèves. Donc, j'ai un peu déconstruit c'était quoi l'orthopédagogue clinique versus au public avec tout ce qui peut se passer dans une journée. Puis ça bouge, là. Tu sais, c'est action-réaction. Finalement, ça prend une belle flexibilité, j'ai envie de dire, des belles fonctions exécutives au niveau de la flexibilité. Pas le choix. Pas le choix, mais c'est pas quelque chose qui est lourd ou, tu sais, on s'habitue là-dedans. Puis, comme je dis, ça arrive pas tous les jours, là, ça arrive pas toutes les semaines, mais puis c'est correct, ça fait partie de... Oui, dans le fond, tu fais du pouce aussi sur des pratiques collaboratives. Quand on travaille en collaboration, on travaille sur le même pied d'égalité. Donc, tu es capable de comprendre aussi. Tu sais, peut-être aussi le fait que tu as été enseignante, tu comprends aussi la vie dans la classe. Oui, tout à fait. Oui, ça, je l'ai remarqué aussi beaucoup. Puis aussi, c'est parce que, tu sais, oui, on met des moyens en place en tant qu'ortho, mais c'est parce que le prof aussi, il faut qu'il réinvestisse ces moyens-là. Tu sais, moi, je me rends compte, quand j'étais titulaire, c'était l'ortho, regarde, tu fais ce que tu fais. Mais non, tu sais, puis autant la prof apporte des moyens que nous, on réinvestit, puis c'est pas comme
à huis clos dans chacun de nos locaux. Puis sinon, je trouve qu'il n'y a pas de transfert d'apprentissage. Ben non. Puis l'un des piliers d'apprentissage, c'est faut répéter, dans le fond. Puis il faut répéter dans différents contextes pour qu'il y ait un transfert. C'est comme ça que le cerveau, il va connecter les neurones, puis ça va être un apprentissage, tu sais, qu'on dit durable. Je sais pas si tu avais entendu ce terme-là, mais moi, j'adore ce terme-là parce que s'il fait seulement dans le bureau de l'orthopédagogue, ben on peut se poser des questions aussi parce que peut-être qu'il se sent plus en sécurité, puis c'est correct, mais en même temps, il faut aller créer un environnement. La vie scolaire est dans la classe, fait qu'il va falloir que cet apprentissage-là, il soit durable pour la vie, puis transférable. Tout à fait. Oui, ça peut être payant, puis... En tout cas, tu m'arrêteras si je me trompe, mais je pense que c'est un des rôles aussi de l'orthopédagogue de s'assurer que ce qui sait dans le bureau, il faut qu'à un moment donné, on planifie de le faire. Tout à fait. Là, moi, je suis plus au 2e, 3e cycle. J'ai pas touché le premier cycle, donc tout ce qui est rééducation, ça a déjà été fait d'emblée, peut-être des fois à 3e, 4e année, mais c'est plus rare. Mais au 2e, 3e cycle, j'ai tendance à être plus dans la classe que dans mon bureau parce que selon moi, selon ce que j'ai vu, il y a beaucoup plus de répercussions quand on est en direct, on fait le travail qui est là puis c'est avec les exemples de la classe, de l'élève, versus dans mon bureau, on fait quelque chose en décalé avec l'élève. C'est plus difficile le transfert. Je sais pas qu'il faut pas le faire, mais le transfert est plus facile, je trouve. Il y a plus de progression quand je suis directement dans la classe avec un sous-groupe d'élèves ciblés. On sait, on a un objectif un peu, on s'oriente. Donc, je suis un peu. Puis ça doit permettre aussi d'amener les élèves dans la zone proximale de développement quand tu es dans la classe. C'est certain que dans ton bureau, ça va être facile de cibler la zone, mais dans la classe, ça permet aussi à l'élève de vivre des réussites à même la classe, puis toi, tu es là un peu comme en sécurité pour permettre ça. Oui, tout à fait, exact. Puis aussi, moi, ça me permet de voir, OK, l'élève, il faut qu'ils se rendent où? Parce que souvent, quand on les a dans notre bureau, on va dans leur zone proximale de développement. Tu sais, nous, mais après ça, on perd de vue. C'est quoi l'objectif? C'est où qu'il faut qu'ils se rendent? Puis, OK, un élève de 4e, de 5e, peu importe, c'est ça l'objectif. Donc, moi, ça me permet de me ramener aussi... à quel où est-ce qu'il faut qu'il soit rendu aussi. Oui, tellement. Moi aussi, j'avais cette réflexion-là par rapport à ça. Je trouve ça vraiment pertinent. Puis, ça me permet de faire du pouce parce que là, tu parles de la classe, du bureau, sur les modèles de service. Ça fait quand même 3 ans qu'on travaille ensemble, dans le fond. Puis, je pense qu'on a essayé d'amener une diversité au centre de service des modèles de service. Tout à fait. Des modèles de service. Oui. Puis, pour dire, OK, il n'y a pas... On veut pas démoniser certains modèles, mais on va essayer d'avoir justement encore de la flexibilité sur, en ce moment, les besoins de l'élève, les besoins aussi peut-être du cycle, du niveau, des apprentissages de l'élève. Donc, toi, tu joues-tu un peu sur ces différents modèles de service-là? Ou... Oui, je fais pas tant de rééducation pure dure en lecture de processus spécifiques. Mathématiques, peut-être? Plus mathématiques, mais encore là... ça roule tellement vite en les notions, les matières que moi, mon 8-15 semaines de rééduc mathématiques, mais dans la classe, sont déjà rendus 40 pages plus loin, 8 notions plus loin. Donc, ce qu'on fait là, peut-être que ça va être juste réinvesti au mois de mars, mais ils l'ont vu au mois de septembre. Fait que, tu sais, il y a comme c'est difficile d'attacher ça. Exactement, oui. Mais j'en fais. Mais principalement, oui, je vais plus en classe pour justement le transférer là que ça soit plus concret là. Mais oui, je viens aussi dans mon bureau parce que oui, je vais en classe, mais des fois, la concentration, c'est plus difficile, le bruit autour. Donc, tu sais, on vient dans mon bureau faire la même chose qu'on ferait en classe, mais en répétant davantage, en prenant plus le temps, en décortiquant les mots aussi. Donc, on travaille le vocabulaire aussi, c'est ça. Oui. Fait que oui, je viens dans mon bureau pour à titre de niveau 3, mais ça permet aussi pour ces élèves-là d'être moins stressés de « OK, lui, il a déjà terminé, j'ai même pas commencé à lire la question. » Puis là, leur hamster, il part. Donc, nous, dans notre bureau, c'est pas grave si on se trompe, c'est moins confrontant aussi pour l'élève qui se trompe entre nous versus en grande groupe. Tellement, puis c'est bienveillant
bienveillant. Puis j'imagine aussi que peut-être que tu vérifies l'autodétermination des élèves à venir dans le bureau aussi. Tu sais, parce que si l'élève, il dit hey, « moi, je me sens en sécurité avec toi, Catherine. J'aime ça quand on travaille dans le bureau. » Versus en classe, tu observes aussi qu'il prend pas de risque encore. Fait que c'est une belle façon pour toi peut-être de valoriser la prise de risque. Tout à fait. Sécuriser, puis tranquillement de dire « OK, parfait, là, on va rester en classe. Tu vas pouvoir l'essayer. » Oui. Ça, as-tu vécu ça un peu avec certains élèves? Ben oui, je le vis encore aujourd'hui, mais quand je reçois des nouveaux élèves, parce qu'on change de sous-groupe, je veux pas, ma première règle là, que je dis dans mon bureau, je fais un jeu avec eux de qu'est-ce que tu penses que c'est? Ben là, lever la main. Je dis oui, mais c'est pas tant important. Pas parler en même temps. Oui, mais c'est pas tant. J'ai dit c'est le respect. J'ai dit il y en a pas un qui va rire d'un autre parce qu'il comprend pas quelque chose. Puis ça, je suis vraiment à cheval. C'est vraiment un climat de sécurité. Ah oui, 100%. Puis j'ai dit moi, mon objectif, c'est que tu sortes d'ici puis que tu comprennes. Si tu sors d'ici puis que tu comprends pas, c'est parce que j'ai pas fait ma job comme du monde. Wow. Fait que je veux vraiment qu'il y ait du respect, puis je vais te le réexpliquer 150 fois, puis si l'autre élève a compris, ben je dis, mais attends, puis souvent on travaille avec des trucs effaçables, et je dessine en attendant, là, je veux que toi tu comprennes, puis je vais te réexpliquer 155 fois, mais je veux le respect là-dedans. Fait que ça je tiens morticus sur ça. Ouais. Puis, tu sais, ça me fait penser qu'en ce moment, on est dans ton bureau, puis il y a un cerveau aussi. Oui. Mon cerveau grandit, mon cerveau ne grandit pas, donc ça permet de faire du pouce parce que je sais que pour apprendre, il faut essayer des choses. Ben, tout à fait. Il faut se sentir en sécurité, puis il faut le répéter. Puis toi, qu'est-ce que tu fais avec cette image-là du cerveau? Souvent, ben là, les élèves, ils me connaissent là, avec le temps, mais tu sais, au début, ça me tente pas, c'est difficile. Là, non! Là, regarde qu'est-ce qu'il faut dire. Là, ton cerveau, il grandit. Ben là, c'est difficile. Ben, je vais me pratiquer pour m'améliorer. OK, on doit trouver des nouvelles stratégies. Puis des fois, les élèves, ils font juste regarder, je veux abandonner. Ah non, OK, ça va me prendre du temps de le faire. Je fais des faux. Ils se réfèrent là-dessus. Ouais. Ben, j'ai dit, là, ton cerveau, en ce moment, il grandit pas. On va l'aider à grandir. Puis à... Ça, c'est vraiment un beau cadeau que tu offres aux élèves. C'est de croire en l'apprentissage, de comprendre que le cerveau, il a besoin de répétition, que les neurones vont finir par se connecter. Tout à fait. Puis que le cerveau fonctionne comme ça pour tous, pour toi, pour eux. Tout à fait. Puis ben, ça se peut que ça prenne plus de temps, mais c'est pas grave, ça. T'sais, moi, mon objectif, c'est que tu sortes d'ici, que tu sois outillé, puis voilà. Oui. Tout à fait. Fait que finalement, des fois, dans les modèles de service... Oui. Non, mais c'est parfait. Moi, je vais revenir dans le sens, c'est que parfois, dans les modèles de service, tu es en co-intervention à l'intérieur de la classe. Puis parfois, tu es à l'extérieur de la classe. Puis, est-ce que tu utilises aussi ton rôle conseil? Oui, avec les enseignants. Mais je vais pas au-delà. J'attends que ce soit un besoin d'eux autres, puis après ça, soit que je me documente ou soit que je dis OK, ben on peut essayer telle affaire, puis on teste ensemble. Tu sais, je suis pas la science infuse, puis non, on teste ensemble, on voit, on corrige. Comme là, cette année, on est parti en 5e année les cercles de lecture. Oh, wow. Mais on l'a ajusté à notre façon, tu sais. Fait qu'on a fait des ajustements, on est parti de ça, mais c'est ça, mais tu sais, j'ai lancé l'idée, mais c'est pas, OK, tu vas faire ça jour 1, jour 2, non, c'est ensemble qu'on le bâtit, c'est ensemble qu'on le fait, puis on le vit vraiment ensemble, puis on s'ajuste ensemble, tu sais. Wow. C'est super. Puis tantôt, en discutant, avant qu'on commence le balado, tu me partageais que tu fais une petite infolettre. Oui! Puis ça, je pense que c'est vraiment... C'est mon mot de l'ortho. À chaque mois, j'envoie à mes profs des trucs, des astuces, des citations que je trouve... wow! Puis, c'est ça, chaque mois, ils reçoivent cette infolette-là dans leur courrier, puis ils prennent ce qui peut leur appartenir. Exactement. Puis, tu sais, où est-ce qu'ils sont rendus dans leur développement. Puis toi, ça te permet d'entretenir un lien, d'avoir un petit rôle conseil. Tout à fait. De manière douce, je pense. Ben oui, puis moi, mes lectures, c'est pas des livres de... Je lis beaucoup des livres didactiques, là. Ça, c'est mon gros dada. Puis des formations, là, j'en fais à n'en plus finir. Oui, c'est vrai, hein? Tu me disais que t'en avais fait une sur... oui. Tu sais, ça me permet aussi de glisser des trucs que j'ai appris, moi, puis des trucs que, justement, est-ce que vous voulez qu'on le teste? Donc, ça me permet aussi de leur glisser des outils là-dedans. Oui, je le sais que ça a été un défi. Ben là, j'ai vu cet outil-là, on va l'essayer. Donc, je l'envoie dans... Oui, puis je trouve que c'est une façon aussi, tu sais, de dire, ben toi, moi, je sais que t'aimes ça, lire ces livres-là. Puis, ça permet des fois aux enseignants... Moi, j'ai une enseignante avec qui je travaillais
parce que, bon, moi aussi, j'aime bien lire. Puis elle m'avait dit, moi, ça me fait du bien parce que je sais que tu vas lire, puis après ça, tu vas me faire un résumé. Fait que moi, ça m'enlève une pression. Puis ça m'avait vraiment fait du bien parce que, tu sais, ça aurait pu pas paraître de cette manière-là, mais certains enseignants, ça les apaisait un peu de se dire « OK, parfait, je sais que Jess, elle va le lire. » Moi, je me disais « Ah, ben OK. » Ben oui, puis c'est pas une tâche de plus pour moi. C'est ça, c'est vraiment... Non, c'est ça que t'aimes, puis tu sais... Je me remets en tant que prof, j'avais pas l'énergie, pas le temps nécessairement, puis de compter sur quelqu'un qui peut me faire un gros résumé, puis voici comment on va l'implanter, parce que peu importe ce que tu lis, ce que tu entends, ce que tu écoutes, faut que tu te l'appropries. Ouais. Puis c'est pas la science infuse non plus. Non, c'est d'essayer des choses un peu comme tes cercles de lecture. Tu as dû lire un peu sur tes cercles de lecture. J'allais prendre un petit peu là, un petit peu là, un petit peu là, puis nous, on s'est bâti un cercle de lecture par rapport à ça. Ça, c'est vraiment bien. C'est quoi ta dernière lecture didactique ou pédagogique? Je te l'ai envoyé, le livre, là. Oui, c'est Marie-Claude Gay qui a écrit sur les troubles d'apprentissage. Oui. Ou les difficultés d'apprentissage, parce qu'il y avait le chapitre sur la dyscalculie. Oui, la dyscalculie, oui. J'ai pas le titre en tête, là. Mais il me semble que c'était ça, troubles d'apprentissage. En tout cas, Marie-Claude Gay, pour les intéressés aussi, elle est chercheuse, si je me trompe pas, à l'université... à l'UQAM, puis elle a écrit sur la douance puis la double exception. Okay. Donc, elle a écrit un livre, justement, aux mêmes éditions, Midi 30, je pense, là, sur les troubles d'apprentissage. Mais il me semble que c'était les enfants qui apprennent différemment. Ah oui, c'est ça. Une affaire du genre, hein, je me souviens. Mais c'était vrai, ça semblait être vraiment intéressant. Là, c'est parce que là, moi, je surligne les affaires là-dedans. Puis, mais ça, je suis un peu crackpot. Après ça, moi, je me réécris ce que moi, j'ai trouvé intéressant, parce que dans la pratique de tous les jours, ça roule, puis des fois, tu dis, ben là, juste le fait de me, ah oui, OK, c'est vrai, ah oui, OK. Fait que je me mets des affaires. Même toi, quand tu parles, des fois, je me prends des citations. Qu'est-ce que tu dis? Je sais pas ça, je vais me le rappeler. Je trouve ça vraiment drôle. Mais moi aussi, je fais ça. Puis, tu sais, je travaille beaucoup, moi, en collaboration avec Annie Bourassa, qui est mon amie aussi dans la vie. Puis, des fois, on a des livres, on se fait des documents collaboratifs. Puis, tu sais, les deux, je pense qu'on partage un peu cette même passion-là de lire, d'échanger. Puis, des fois, Annie et moi, on se rend compte qu'on a écrit des affaires, on les a relues, on l'a oublié. Oui. Puis après ça, on se dit, hey, on l'avait lu ça. C'est comme bon. Fait que tu vois, on l'a pas tout à fait intégré. Fait qu'on retourne le lire, puis on se repratique, puis on se fait des notes de nos notes. Et ça, c'est. En tout cas, bref, je sais pas s'il faut en discuter. ou peut-être qu'il faut en parler à quelqu'un d'autre de plus spécialisé. Fait que dans les modèles de service, cette année, on a parlé beaucoup du co-enseignement, tu sais, les orthopédagogues, et on avait même un groupe de développement qui ont fait une plateforme avec plein de ressources. Puis dans les premières années qu'on s'était rencontrés, je sais que toi, tu mettais ça de l'avant. Fait que moi, je voulais que tu me parles aussi comment tu fais pour mettre le co-enseignement en place, si tu as des pratiques gagnantes. Les orthopédagogues sont vraiment intéressés, se questionnent. Il y en a qui hésitent encore. Puis moi, je dis, tu sais, c'est sûr que faut y aller avec soi, où est-ce qu'on est rendu dans sa pratique. Tout donc, j'avais envie que tu me parles de ça. Mais ma réponse, ça va être peut-être un peu plate parce que avant d'être ici, tu sais, j'étais ailleurs, puis ça n'a pas toujours été le cas du co-enseignement. C'est avec le temps, puis c'est avec les liens que tu bâtis, mais tu sais, si on change d'école année en année, il faut tout le temps que tu refasses un peu ta réputation, ton lien de confiance, puis en une année, c'est difficile de tout mettre en œuvre, ce que ça m'a pris 3 ans à arriver. Sinon, moi, je vais voir les profs en début d'année, puis tu sais, c'est après « Allô, bonjour, Madame Catherine, orthopédagogue », c'est... J'aimerais ça faire du co-enseignement, de venir en classe. Ça peut être déstabilisant pour les profs qui n'ont pas nécessairement eu à faire ça. Ils n'ont pas vécu ça encore. Ouais, mais je leur dis, quand je viens en classe, je suis pas là pour t'évaluer puis regarder tes pratiques. Moi, je suis là pour observer les élèves. Puis si je me mets à t'observer, toi, l'enseignante, te regarder, moi, je fais pas ma job d'ortho puis je sers à rien. Puis c'est pas ça mon rôle. Tu sais, ça peut détendre un peu l'atmosphère. Puis au début, ben oui, ça se peut que ça soit stressant et tout, mais après ça, ils voient que, OK, je regarde vraiment les élèves, puis fait qu'après ça, c'est un peu comme ça, mais c'est de prendre le temps, puis c'est correct de pas arriver dans une école puis tout de suite faire, OK, moi, je suis comme ça,
d'apprendre à connaître les enseignants, de créer des liens, tu l'as nommé tantôt, puis je pense que ça revient beaucoup à ça, d'avoir des pratiques collaboratives. Puis ces pratiques-là, elles se construisent tout aussi, tu sais. Tout à fait. Puis pas aller au-delà d'attendre c'est un besoin d'attendre de faire ta place aussi, Oui, c'est ça, exactement. Puis quand tu fais du co-enseignement, est-ce qu'il y a un moment où tu as du temps avec l'enseignante pour planifier? Comment ça fonctionne un peu? Ben dans le fond, c'est canné dans notre horaire parce que, tu sais, on le sait tout le temps, les rencontres de quart de porte, les récrés, les blablabla. Fait qu'on a instauré un moment dans notre horaire pour ça. Puis c'est pas nécessairement ce moment-là qu'on va prendre, mais tu sais, toutes les rencontres de ci, de ça, ben ça fait que finalement, c'est à ce moment-là que moi, je vais planifier pis tout. Attends, c'était quoi comment je planifie? C'est ça, tu sais, parce que souvent, mettons, une autre des questions que j'ai des orthopédagogues, mais je veux faire du co-enseignement, je pars de où aussi? Bon, une fois qu'on a les besoins des élèves, qu'on a déterminé les cibles, puis comment on fait pour planifier avec les enseignants? Ben là, c'est ça, de déterminer les cibles, d'avoir un sous-groupe spécifique. Tu sais, pour 8 à 15 semaines, en maths, c'est eux que je vais aider quand je vais être en classe. Ça, c'est important de définir ça. Puis notre rôle, c'est pas être pédagogique, je viens saupoudrer un peu, j'aide un peu tout le monde. Tu sais, il faut vraiment aussi répartir les rôles ortho avec pédago. Donc, c'est ça. Donc, de choisir les cibles, de choisir le sous-groupe en maths, en lecture, en écriture, peu importe, d'être clair, d'être constant. Comme ça, les élèves un peu... Puis t'es capable de mesurer s'ils progressent. Tout à fait, exactement. Donc, c'est comme ça qu'on planifie. Ça te permet-tu des fois aussi de voir, mettons, d'autres élèves qui seraient à risque un peu? Tu dis pas saupoudrer, mais en même temps, tu sais, je te connais, c'est clair que tu vas voir, entendre des affaires, dire tu dois avoir quelques tentacules un peu partout. Tout à fait. Des fois, je suis OK, là, fais-le, je vais revenir dans 5 minutes, puis là, des fois, je vais... puis ça te permet aussi de laisser un peu d'autonomie à ton sous-groupe pour justement voir. Exact, tout à fait. C'est clair. Oui. Puis, mais ça me permet aussi des élèves plus forts, mais quand même de les aider parce que oui, on aide souvent en difficulté, oui, mais eux plus forts, mais on peut les amener plus loin aussi, fait que ça me permet un peu mais tout en restant stable dans mon rôle de sous-groupe. C'est vraiment intéressant. Merci pour les partages. C'est certain que quand on a fait notre question-réponse aussi, comme tu étais au 3e cycle, j'avais envie que tu me parles des moyens d'adaptation. Cette année, c'était un gros... En fait, c'est un chantier qu'on va commencer. Il faut qu'on se questionne par rapport à les moyens d'adaptation qu'on met en place. Est-ce qu'on les met trop vite? Est-ce qu'on prend soin des élèves? Est-ce qu'on est sensible à leur autodétermination? Tu sais, c'est sûr que c'est plein de sujets. Les enseignants aussi, est-ce qu'ils les appliquent? Toi, ton rôle dans la mise en place des moyens d'adaptation. Puis on sait que rendu au 3e cycle, un bon pourcentage des moyens d'adaptation vont être liés aux aides techno. Je sais que tu t'investis aussi beaucoup là-dedans. Tout à fait. J'avais envie un peu que tu nous parles comment tu gères les aides techno, comment tu gères ces moyens d'adaptation-là. Ben dans le fond, on prend un temps d'arrêt pour faire les plans d'intervention. T'sais, je le sais qu'en théorie, les profs peuvent être autonomes là-dedans et tout, mais comme on travaille avec ces élèves-là, c'est un peu... donc, on prend vraiment un temps d'arrêt entre nos blocs de service, entre les bilans et puis on fait les plans d'intervention avec le prof. Puis je m'assure que c'est un moyen qui répond évidemment aux besoins de l'élève, mais est-ce que c'est un moyen viable en classe, viable à long terme aussi? Est-ce que tu penses au secondaire? Exactement. Oui, tout à fait. Puis on le sait que primaire, secondaire, c'est vraiment très, très, très différent. Donc, comment que ça peut être viable aussi à long terme? Puis on fait venir l'élève aussi à la fin. Je le sais que ça, c'est dans le meilleur des mondes, mais pour vrai, ça paye parce que l'élève dit... OK, oui, je suis d'accord. Des fois, changez-vous des affaires? Des fois. T'as-tu déjà eu un élève, mettons, moi, je ne veux pas l'ordinateur, comment tu gères ça? Les élèves qui veulent... là, c'est du renforcement positif plus. C'était à la fin de chaque mois, je faisais une tournée de classe, puis ici, on marche avec un système de coupons école. Fait que tu as utilisé ton ordi pendant tout le mois, t'as des bonbons, t'as 10 coupons école. Écoute, tu mets le paquet, tu beurres ça. Fait que là, on a vu que ça l'a fait... Puis après ça, ceux qui sont encore réticents, mais c'est de creuser pourquoi ils sont réticents, qu'est-ce qui fait que ça bloque, là, tu sais. C'est ça. Fait que tu le fais des fois. Tu vas vérifier pourquoi qu'un élève va être réticent, puis t'es sensible à ça. Des fois, ça peut être la gêne en classe, mais
de plus en plus d'élèves commencent à avoir des portables. On fait tout le temps la fameuse comparaison entre lui, il a des lunettes, toi, t'en as pas besoin. Lui, il a des béquilles, toi, t'en as pas besoin. Donc, mais c'est beaucoup de répétition, c'est beaucoup de... Penses-tu que, quand on démocratise, mettons, les aides techno ou les Chromebooks dans la classe, ça aide aussi l'élève à assumer le fait qu'il peut utiliser l'ordinateur? Tout à fait. Oui, puis de plus en plus, on utilise les Chromebooks en classe, donc ça fait que finalement, tout le monde utilise un ordinateur. Et puis aussi, j'aime ça un peu le rendre spécial, tu sais, quand je commence à introduire le lexibar, l'outil de synthèse, peu importe, j'ai dit, là, toi, là, t'es vraiment chanceux, OK? Puis là, je beurre épais. Mais là, j'ai dit, là, faut pas que tu te vantes aux autres élèves, là, sinon ils vont être jaloux de toi, là. Puis là, tu sais, ça crée une espèce de, OK, là, moi, j'ai... Mais là, ça, c'est ton portable à toi, là. T'as pas le droit de le prêter à personne. Fait que, tu sais, je joue quand même là-dessus. Mais rendu au 3e cycle, il y en a qui décrochent un peu plus que d'autres. Fait que le renforcement positif, puis la répétition, puis... Oui, OK. Je pense qu'on n'a pas le choix de passer par là aussi, mais tu sais, j'aime ça que vous impliquez l'élève, vous lui demandez, vous essayez de faire un bout de chemin. Oui, puis même eux, des fois, ils se nomment des défis. Ils disent, ouais, mais j'ai aussi ce défi-là. Tu sais, au début, dans les forces et besoins. Ouais. Ah, ben oui, puis dans les forces, ils disent, ouais, mais je suis aussi comme ça. Ben, t'as bien raison, c'est vrai. Puis fait que ça aussi, c'est vraiment gagnant parce que l'élève se l'approprie pour vrai. Puis là, j'ai l'air de sortir des grandes lignes de livres, mais c'est vraiment vrai qu'on le fait, puis c'est vraiment vrai que ça fonctionne. Ça fonctionne, puis que lui se l'approprie. Tu sais, quand il signe son plan, il sait ce qu'il signe, il sait c'est quoi ses objectifs. Donc, Puis est-ce que ça vous prend vraiment plus de temps? Parce que, tu sais, pour vrai, mettons, moi, je me ramène, puis moi, j'avais raconté l'anecdote là, de ma fille qui avait été à une conférence, puis elle était revenue avec le plan autodéterminé, puis elle avait dit, sais-tu quoi, maman, faudrait intégrer les élèves. Je sais pas si ça va écouter ça, j'espère. Faudrait intégrer les élèves au plan d'intervention. Puis là, elle m'a dit, même la maternelle. Puis là, je me disais, OK, oui, c'est sûr que quand on est jeune, on est idéaliste. Puis moi, pour vrai, là, ça m'avait comme vraiment fait un peu paniquer, là, un genre de crise d'anxiété, de me dire, mais j'y arriverai jamais à faire des plans d'intervention s'il faut que je fasse venir tous les élèves. Mais en même temps, maintenant dans ma pratique de conseillère pédagogique, je lis, puis je vois qu'il y a des affaires qui marchent pas, puis pour vrai, ça me ramène toujours à, hey, est-ce qu'on pourrait intégrer les élèves dans la recherche, dans ce qu'ils aiment, dans le plan d'intervention? On dirait qu'on fait plein d'affaires pour des gens qu'on ne demande même pas leur avis. Non, mais on dirait que de plus en plus que je me dis, ça fait pas de sens qu'on soit là. Ils sont même pas au courant qu'il faut qu'ils travaillent leur synthèse ponctuation. C'est ça. Mon Dieu. Tu sais, ou mettons, comme orthopédagogue, moi, j'aimais ça, par exemple, leur dire, tu sais, regarde, toi, ton cerveau, c'est ça ton défi. Mais je me dis, mon Dieu, j'aurais dû faire aussi pour le plan d'intervention. En tout cas, bref. Ouais. Là, à un moment donné, on grandit. Là, peut-être que je retourne orthopédagogue sur le terrain. C'est sûr que je voudrais le faire. Vraiment, je pense que ça peut faire une plus-value. Pour vrai, tu sais, au début, on le construit, moi puis le prof. L'élève, il est pas là tout le temps, sinon ça finira plus de finir. Puis, c'est à la fin, grosso modo, on se dit, OK, on s'oriente vers ça. C'est là qu'on fait venir l'élève, mais c'est pas long, là, c'est 5-10 minutes. Puis, est-ce que tu es d'accord? Puis, ce qui est vraiment cool après, c'est que les profs, en rencontre de parents, mais c'est l'élève qui présente son plan d'intervention. Ouais. C'est trop hot. Fait que là, c'est comme... c'est vraiment inspirant que tu nous le partages. Puis, moi, ça me donne envie là, de le faire avec les élèves. Est-ce que ça prend du temps? Mais on a du temps pour ça. Les profs sont libérés. On a tant de temps par élève, par plan d'intervention. C'est rare que je déborde. Là, ça roule quand même assez bien. Fait que, mais il faut prendre le temps. Moi, je trouve qu'il faut prendre le temps. Puis ça appartient pas juste aux profs. Ça appartient un peu à tout le monde qui gravite autour. Oui, dans le fond... À la communauté qui gravite autour de l'élève. Puis on fait un arrêt de service pendant ce temps-là, mais en même temps, c'est un service indirect. Ça, on ne pourra pas le plus répéter. Hein? Non, puis j'y tiens mordicus à avoir ce temps d'arrêt-là, ce temps de qualité-là, de s'asseoir avec le prof, de prendre le temps. J'y tiens mordicus 3 fois par année. Wow, bravo. Ouais. Écoute, Catherine, je regarde le temps qui file. Ça fait déjà 33 minutes. Je suis comme, oh mon Dieu, OK. Pas trop. Fait que dans le fond, le mot de la fin, ça serait quoi aux orthopédagogues ou peut-être même aux gestionnaires qui vont écouter le balado? De prendre le temps, de pas se mettre de la pression, puis là je le dis, puis moi-même je m'en mets, mais c'est correct de prendre le temps, puis c'est correct de pas l'avoir fait pour hier, puis de s'écouter, puis c'est correct de OK, ben je me suis trompée, on recommence, puis de
construire avec ton entourage, aller chercher des conseils, aller solliciter le monde parce que t'es pas tout seul là-dedans. Puis des fois, on se met beaucoup de pression de « Eh bien là, je suis l'orthopédagogue, je devrais avoir la réponse à sa question du pourquoi, du comment. » Mais non, puis c'est correct, là, tu sais, d'aller chercher ça, puis essai-erreur, puis on bâtit tout le monde ensemble pour vrai. C'est vraiment ça, je trouve, la clé. Wow, c'est un beau mot de la fin. Merci, Catherine, d'avoir pris ce temps-là avec nous pour échanger. C'est toujours riche, c'est toujours hyper stimulant tes réflexions. Je trouve qu'on est privilégiés. Donc, sincèrement, je te remercie puis je te souhaite une belle continuation dans ta carrière. Merci! Bye! Bye!